je suis Marine, une journaliste française de 25 ans. Bienvenue dans notre émission « Qui gouvernera l'Afrique de demain ?» Aujourd'hui, nous allons interviewer Christian Debeul. Donc, Christian Debeul est un habitué, on va dire, de l'Afrique. Il a vécu dans pas mal de pays, que ce soit l'Afrique de l'Est ou le Nord africain. Nous allons lui poser quelques questions en tant qu'Européen afin de pouvoir voir en fait la situation du Rwanda dans les yeux d'un Européen. Alors bonjour Christian, je me présente, je m'appelle Marine, je suis une journaliste française qui s'intéresse pas mal à l'Afrique de l'Est et j'ai quelques questions étant donné que vous êtes plutôt expérimenté sur le sujet. Oui, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Donc du coup, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Voilà, je suis Christian Debeul, mais entre amis on s'appelle Chris. Ok, C'est plus facilement, de cette façon-là. Comment me présenter j'ai fait des études d'ingénieur en travaux publics, construction, et c'est ça ce qui m'a mené à un certain moment en Afrique. D'accord. Initialement, c'était au Zaïre. Le Zaïre venait tout juste de devenir Zaïre. Et là, j'ai rencontré plusieurs présidents africains. J'ai pu lui serrer la main, comme le général, le président Mobutu, le président Idi Amin de l'Ouganda et l'empereur Bokassa de l'Afrique centrale. Ben, ça c'est un peu l'époque zaïroise, quoi. D'accord. Donc, quels ont été les pays africains dans lesquels vous avez eu la chance de vivre ou de visiter? Il y en a eu pas mal, est-ce que... Oui, vivre et visiter. Vivre d'abord, bien, comme je disais, le Zaïre, en partir de 74, ou pour vous français, 74, n'est-ce pas? Et puis par après, ce fut la Tunisie, où on avait un projet de développement dans la campagne, dans les collines fort intéressantes. Nouveau construction ici, surtout construction d'habits et en même temps, d'habitation, pardon, et en même temps d'un projet pour attirer la population dans des activités non agricoles. D'accord. C'était une des raisons de ce projet-là. Et puis par après, bien, j'ai suivi Jean Tidam qui, entre-temps, s'était installé au Rwanda. Et je l'ai suivi par après, par là-bas. Et on est resté ensemble 15 ans encore au Rwanda. Génial. Et du coup, quel est votre regard sur le Rwanda d'avant octobre 90? Avant 90, oui, c'est une date assez remarquable naturellement. C'est assez difficile et on ne s'approche pas facilement du Rwanda. C'est une société comparée avec les autres que j'avais connues, le Zaïre ou la Tunisie. C'est une société qui est plutôt, disons, plutôt introverte. D'accord. Qui ne se manifeste pas facilement. Et ce qui a fait que l'attaque de 90, eh bien, il y a eu des rapports qui ont sorti et qui n'avaient strictement rien à voir avec la réalité. On était surpris au Rwanda. C'était un pays à ce moment-là, avant 90, c'était un pays où on investissait énormément sur le développement communal. Il est vrai qu'il n'y avait qu'un seul parti, oui, d'accord. La démocratie, est-ce que c'est lié maintenant à un système monoparti ou à un système pluriparti? Peu importe. Mais ce qui me frappait surtout, c'est au niveau de la population qu'il y avait bel et bien un inspraak, il y avait un contact assez intense. Alors, moi je l'ai appelé souvent la démocratie sous l'Umuninja. L'Umuninja, c'est un acacia, et on voyait souvent les gens qui étaient rassemblés autour d'un acacia et qui discutaient des problèmes devant
devant les personnalités qui étaient le bourgmestre et éventuellement ses délégués. Et ce contact était très intense. Et moi, ça me rendait même un tout petit peu jaloux. Je trouvais que ça, au moins, c'est une forme de démocratie qui nous a échappé ici en Europe, il me semble. Bien, au niveau national, oui, il y avait des petits problèmes, mais ce n'est pas le multipartisme qui allait résoudre ces problèmes-là. D'autant plus qu'on commençait à voir une ouverture vers le multipartisme. Investissement dans le développement rural, certainement, ça c'était remarquable. Et c'est en tant que dans la coopération belge et avant dans la FAO, on a collaboré à des projets qui étaient vraiment porteurs. Oui. D'accord. Comment qualifiez-vous la guerre du FPR Icotani, je me trompe maintenant. Icotani, merci. Contre le Rwanda, s'agissait-il plutôt d'une guerre civile ou plutôt d'une guerre d'invasion? Pour moi, c'est une guerre d'invasion, carrément une guerre d'invasion. D'accord. Oui. Quand en octobre 1990, l'invasion a eu lieu, il y a eu des rapports qui sont sortis et des articles qui sont sortis dans la presse internationale. Et nous, on était bouche bée devant cela, parce que ça ne correspondait pas du tout avec la réalité. Ça ne correspondait pas du tout. Il y a le président Habyarimana qui était dépeint comme une bête sanguinaire. Mais il faut savoir que cette bête sanguinaire avait une armée de pas plus de 5 000 hommes. 5 000 hommes plus 1000 gendarmes, c'était tout. Alors il faut savoir que le pays à côté, l'Ouganda, avait à ce moment-là une armée de 60 000 hommes. La Belgique, qui se prétend démocratique et pacifique, avait à ce moment-là une armée de 90 000 hommes. Et la France, plus d'un demi-million. Mais parler à ce moment-là d'une bête sanguinaire avec cette petite armée-là, c'est pas possible. C'est pas juste. Et on a, avec plusieurs Européens, on a écrit une lettre pour le faire savoir, qu'on a signé ensemble, qu'on a posté, ça n'a pas résulté. Le résultat n'est pas important. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça beaucoup de gens ignorent un petit peu, c'est que en Belgique, il y avait une société de public relations qui, à cette époque-là, avait un budget de 40 millions de francs belges, on dirait aujourd'hui 1 million d'euros, mais à l'époque c'était bien plus que cela, pour influencer aussi bien la presse que les politiciens. Et ils ont remarquablement bien travaillé. Ils ont défendu les attaquants. Et bien, le résultat était que, dès le début, il y avait un positionnement politique envers le Rwanda. Ce qu'on n'a jamais cherché à savoir, c'est comment ça se faisait et qui a financé cette attaque. On n'en a jamais parlé. Mais, à un certain moment, les attaquants avaient sous les armes au moins une vingtaine, 20 000, plus de 20 000 hommes. D'accord. Mais qui a payé tout ça? C'était des militaires ougandais. Mais les militaires ougandais n'ont jamais été rappelés par leur armée, n'ont jamais été poursuivis pour, comment vous dites Par rapport à quoi? Bien. Pour la guerre d'invasion? Pour la guerre d'invasion, oui. Et bien, je l'ai appris par après aussi, le président Habyarimana n'a jamais voulu accuser l'Ouganda de cette invasion. D'accord. Et il avait une raison. Je crois. Il croyait que ça pourrait encore se résoudre dans les discussions.
dans des rencontres. Ça s'est avéré que ce n'était pas tout vrai. Là, il s'était bel et bien trompé. D'accord. Est-ce qu'il y a un rapport entre la guerre du FPR et pour le contrôle du Rwanda et l'assassinat du premier président Hutu en 93? Du Burundi, vous voulez dire? Oui. Oui. Difficile à dire naturellement, parce que les tensions étaient fortes. Les tensions ethniques se sont accrues à partir de cette invasion et de cette attaque au Rwanda. Et ça se retrouvait aussi naturellement au Burundi. Il y a toujours eu un contre-coup quand dans un pays il y avait quelque chose qui se passait, il y avait toujours dans l'autre pays un contre-coup ici. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien direct? Oui et non, oui et non. Ce qui est pour moi assez remarquable, c'est que le président Dadaye a été assassiné au moment où il voulait réglementer le transfert ou le transport, le transit des matériaux précieux qui venaient du Zaïre, qui venaient du Congo, et qui transitaient, une grande partie transitait, le diamant, de l'or, transitait par Bujumbura. Et au moment où il avait voulu réglementer cela, je ne veux pas dire que c'est la seule raison, mais à ce moment-là, il a été sacrifié. Et comment du coup l'État du Congo il pourrait reprendre en fait le contrôle de ce riche pays et de gérer l'intérêt du peuple congolais, excusez-moi. Comment est-ce qu'ils veulent gérer eux-mêmes? Écoutez, ça c'est au peuple congolais de décider. Mais là aussi, nous croyons trop facilement que nous sommes gérés par les politiciens. Tandis qu'il y a aussi d'autres éléments qui jouent et qui sont parfois prépondérants. Comme tout ce qui se passe au niveau des matières précieuses, des minerais précieux. On oublie un petit peu que dès les années 85, la Banque mondiale finançait des recherches géologiques dans toute la région de la grande faille de l'Afrique de l'Est. Et cette grande faille de l'Afrique de l'Est, elle continue jusqu'en Iran, jusqu'en Afghanistan. C'est la même faille géologique. D'accord. Et il y avait dans les années 85 et plus tard, il y avait des équipes de géologues qui venaient sur place pour vérifier les résultats des sondages et des recherches par satellite qui se faisaient. Seulement, les données obtenues étaient digitalisées et de ce fait-là n'étaient pas disponibles dans les pays concernés. Ils étaient là, à Washington. Et ça fait qu'il y avait des groupes qui étaient bien au courant des richesses cachées encore en dessous du sol et qui se sont manifestés et qui ont influencé très fortement le déroulement de toutes les activités et de toutes les différentes interventions entre guillemets militaires. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui vous ont vu participer activement à plusieurs manifestations sociopolitiques et nous aimerions savoir du coup quelles sont en fait ces actions et quel sens vous donnez en fait à ces actions. Pourquoi les faites-vous? Well, initialement, c'était un petit peu pour donner de la confiance à ceux qui avaient survécu. Un peu de confiance et leur montrer de toute façon qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y avait des gens qui les comprenaient. Nous n'avons jamais voulu prendre la place des personnes, mais à l'époque, on publiait des documents, mais des documents qui étaient formulés ensemble avec nos amis africains. Mais eux, à cette époque-là, ne pouvaient pas signer. Donc, nous, on signait dans leur nom. Et on prenait cette responsabilité devant nous. On était moins vulnérables qu'eux pour cela. Maintenant, on a reçu aussi notre étiquette sur le front, vous savez, mais c'était pour nous plus facile, c'est-à-dire
c'était plus facile pour la porter. Oui. Les conséquences n'étaient pas aussi dramatiques que pour certains, qui sont encore jusqu'à maintenant poursuivis d'ailleurs. D'accord. Quelles recommandations adressez-vous aux décideurs de l'Union européenne pour le bien des peuples et de ces régions? La première chose que l'Europe devrait faire, c'est certainement faire des analyses correctes et très approfondies. Parce que ce n'est que quand on sait d'où vient le problème qu'on peut aussi essayer de les résoudre. Bien sûr. Et ce n'est pas bien. On a trop facile à dire qu'en Afrique, les problèmes, ce sont des problèmes ethniques. Mm-hmm. C'est la facilité gratuite. Mais oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ce n'est pas nécessairement prépondérant. Il y a bien aussi d'autres éléments. Et ces autres éléments, ils doivent être mis au clair. Maintenant, les recherches qu'on devrait faire là-dessus ne peuvent pas se cacher, ne peuvent pas être ou garder cachées. Ils doivent être publiés. Qu'on doit savoir qui est actif où et quoi et comment. Que ce soit maintenant les différents États, et il y en a davantage, on ne se limite plus aux États de l'Ouest. Mm-hmm. Il y en a d'autres aussi bien qui sont impliqués là-dedans. On se tait, on n'en parle pas. Et pourtant, il y a des éléments qui indiquent qu'il y a des présences assez fortes. D'accord. Et mettre au clair tout ce qui est financement là-dedans, ça me semble une des premières choses. Et ce n'est qu'à partir de là-bas qu'on va pouvoir orienter certaines solutions. D'accord. Et là, ce sera aussi naturellement les décideurs même ou les leaders africains qui vont devoir prendre leurs responsabilités. Bien sûr, ça, c'est clair. Bien sûr. Ouais. Mais avec potentiellement l'aide de l'Europe, ça aurait été un petit coup de... Avec l'aide de l'Europe, mais les intérêts de l'Europe sont peut-être ailleurs. C'est pas faux. En tout cas, merci beaucoup, Chris. Ça va faire plaisir.